Aujourd'hui, c'est donc notre première conférence de la semaine, donc masterclass à l'Uni avec Hugo, donc, qui était sur le campus de Toulouse, qui a été diplômé il y a 1 an et demi, et qui donc va vous parler de son parcours de game designer, donc en passant du parcours scolaire et de toutes les expériences qui ont découlé juste après. Donc écoutez, n'hésitez pas à poser des questions, etc. C'est toujours intéressant, surtout qu'il n'a pas été diplômé il y a très longtemps, donc voilà. Tu peux y aller. Enchanté. Vous êtes en quelle année, pour savoir à peu près? Première et deuxième. Première et deuxième? Ouais. C'est quoi les proportions à peu près? C'est 10-10? C'est 9 et 11 et... 9 et 11. C'est génial. Les petits, c'est Parfait. Bonjour. Nickel. Bon, je vais vous parler de mon parcours, un peu tout ce que j'ai pu faire, notamment lors de mon époque chez Brassard, où j'ai fait 3 ans. Et après, un peu toute la suite. Je pense que c'est surtout le plus intéressant, car c'est surtout ce qui m'a le plus surpris. C'est la suite des études, etc. Donc, premièrement, est-ce que vous avez des questions? Je peux commencer par là, on en aura après aussi, il n'y a pas de souci. Oui? Tu as fait une licence ou un master? J'ai fait une licence, du coup un bachelor en 3 ans, les 3 années classico. Je pense que ça t'a suffi en termes de tes expériences après, ou tu aurais préféré faire le master? En fait, j'ai fait des études avant déjà, donc j'avais fait 1 an en licence que j'ai abandonné, et j'ai fait un BTS, et j'en avais vraiment marre des études. Donc j'ai arrêté la licence. Je pense qu'il y a des choses intéressantes parce que de ce que j'ai vu des masters, il y a des SP en gestion de projet, etc. Enfin, j'ai pas trop suivi un peu. Marketing, non? C'est ça, ouais. Il y a gestion de projet, il y a narrative design, il y a programmation. Voilà. Donc je pense qu'il y a des choses intéressantes, mais évidemment, si vous pouvez avoir l'expérience pro, foncez quoi. Ne réfléchissez pas, je pense. D'autres questions? Allez-y, vraiment, n'hésitez pas. Tu connais Pascal du coup? Bien sûr, je connais Pascal. Il y a des gens. Vous le connaissez d'où, Pascal? Il nous a donné un semestre de cours l'année dernière sur... Ah, ok, trop bien. On n'avait pas encore de produit hybride, donc c'était le lancement de notre brassard, du game design à Brassard à Bordeaux. Ok, d'accord. Du coup, Pascal est venu pendant le premier semestre. Ok, trop bien. D'autres questions? Ah, si. Tu connais un Lucas Tecac? Non, non. Il était à Toulouse à un moment donné. Je connais pas. Autre question? Peut-être par la suite, mais pour l'instant... Ça marche, pas de soucis. Commençons par le commencement. J'ai fait un bac SI, on s'en fout un peu. J'ai fait une fac info ensuite. Du coup, je suis allé en info. Mon premier cours, c'est de la chimie, donc j'ai arrêté. C'est pas mal. C'est vrai qu'il y a la chimie en faire. Donc, j'ai vraiment abandonné au bout de 4 mois. Ah ouais, d'accord. Ouais, puis bon, début de la vie étudiante, on apprend un peu tout ça, donc c'est très facile de décrocher. C'est pour ça qu'en vrai, une école, c'est pratique, notamment au niveau des profs, etc. Super, j'ai appris un truc en fac info, la prog. Donc ça, c'est l'arbre de compétences que je vais étayer tout au long de la conférence. Donc pour vous montrer un peu, j'ai essayé de présenter ça un peu comme un exercice que vous pourriez peut-être faire à un moment dans votre vie quand vous sentez que vous ne savez pas trop où vous allez ou quoi que ce soit. C'est un bon truc pour voir tout ce qu'on a appris et surtout tout ce qui peut nous servir et nous a servi dans le passé comme dans le futur. Donc pendant ma fac, j'ai fait un premier jeu, je me suis lancé dedans en légende. Un peu parce que j'avais rien d'autre à faire. J'avais arrêté au bout de 4 mois, on est en décembre. Je me suis dit de commencer par un premier jeu en mettant 2 contraintes. Premièrement, c'était une deadline de 1 mois. Pour un premier jeu sans avoir jamais fait, c'est une erreur monumentale. Et aussi de travailler avec des inconnus uniquement, parce que c'était que les personnes un peu compétentes que je pouvais connaître. Donc c'était notamment via Open Classroom, etc. Donc ça s'est hyper mal passé. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Je peux vous montrer le jeu vite fait. Donc là, c'est tout sur mon site. Donc c'est un petit jeu tout bête, hein. C'est un espèce de morpion revisité, ça s'appelle le jeu du moulin, je sais qu'il y en a qui connaissent. C'est tout simplement avec 3 pions, on doit faire comme un morpion, mais sauf qu'on peut les bouger comme on veut, et qu'on peut les bouger qu'en suivant les lignes, on n'a que 3 pions. Donc on a fait vite fait design, etc. Tout ce qu'on peut apprécier. Et le souci, c'est que j'étais dans un état justement qui est expliqué par l'effet Dunning-Kruger que j'ai mis juste là, où on est débutant et nul. On commence, on se pense extrêmement fort. Puis on se prend une claque dans la gueule et on revient là, et après on évolue tranquillement vers l'expert.
Moi j'étais clairement là, je me suis improvisé chef de projet, game designer, etc. C'est pas compliqué, en un mois je n'ai rien foutu, j'ai juste donné des ordres, j'étais le mec qui donne des idées. Le mec qui donne des idées, c'est pas un métier. Et si jamais vous en croisez, n'hésitez pas à leur mettre la petite claque, ça fait du bien. Mais super cool, parce que quand même dans les skills obtenus, j'ai pu apprendre à importer sur mobile, donc un peu l'environnement mobile, etc., notamment Android, avec les APK et tout. Et c'est une super anecdote en entretien en vrai, de commencer avec son CV, surtout je le mets dans le CV parce que j'aime bien, le fait de... Mon premier jeu était une catastrophe. Je peux vous expliquer pourquoi, ça fait une bonne accroche, et les gens sont intéressants en général, j'ai eu beaucoup de fois dans les entretiens où on m'en a reparlé. Mon arbre de compétences évolue de ouf, j'ai maintenant l'importation Android. Ensuite du coup je suis en no études de challenge, donc pendant le reste, je fais un peu tout vraiment, je fais du trading, je fais de la vente en ligne, je fais une marque de vêtements, j'ai fait du community management, je me suis un peu éparpillé partout. Parce que je trouve ça marrant d'essayer des trucs. Et surtout en game design, tout ce que vous pouvez faire, je pense que vous pourrez le réutiliser. N'importe quelle conversation que vous avez avec quelqu'un, elle vous sera sûrement utile à un moment dans votre vie, dans votre design. Donc vraiment, n'hésitez pas. J'ai appris du coup plein d'autres trucs, mais ça c'est plus tout ce qui peut être un peu soft skills, dont on en reparlera plus tard. Mais à ne pas négliger dans tous les cas et qui nous sert pour toute la suite de tout le reste en fait de notre vie. Ensuite, j'ai lancé un petit jeu. Cette fois-ci, je suis parti complètement en solo. Donc, il n'y avait aucune contrainte. J'y suis vraiment allé freestyle pour apprendre à faire la prod d'un jeu, les designs, les graphismes, le sound design, tout. Donc, on arrive à un petit jeu, un petit platformer tout bête où j'ai vraiment tout fait dessus pour le coup. Donc, avec vocation PC mobile, pour rester dans ce que je connaissais un petit peu, mais quand même explorer un peu. Et je l'ai fait avec Construct, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Parfait, si vous n'aimez pas coder, c'est mon cas, je déteste ça. Construct c'est génial pour faire des prototypes. Donc vraiment n'hésitez pas. Et du coup aucune contrainte, comme j'ai dit je suis passé par Construct. Et j'ai pu apprendre masse de choses là-dedans, notamment un bon bagage. Selon moi le game designer c'est l'élément central d'un jeu. Vous n'êtes pas au-dessus, vous n'êtes pas en dessous, vous êtes au milieu. Vous allez discuter avec tout le monde. Si vous ne savez pas ce que les autres personnes peuvent faire, ou savent faire dans une échelle de temps, quoi que ce soit, vous pouvez paraître un peu trop directif dans vos demandes, etc. Et ça va saouler votre équipe. Ça arrive plein de fois. Vous travaillez avec des artistes ou pas là? Bientôt? Ok, vous allez apprendre ça, lui. La première fois. Vous allez voir, c'est vraiment marrant pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est pas quelque chose à redouter ou quoi que ce soit, mais il faut quand même être un peu conscient de la chose, parce qu'on peut vraiment passer, bon c'est dit à la caméra, mais on peut vraiment passer comme un connard, alors que c'est vraiment pas le cas. Donc prenez le temps d'y réfléchir. Donc là, forcément, on se développe un peu toujours. J'ai fait un petit BTS ensuite en SEO, donc c'est de l'info pour les organismes en gros. J'ai pas du tout aimé, je l'ai eu grâce au Covid, honnêtement. J'ai fait mon BTS blanc, info QF8, j'ai eu 2. Et je l'ai eu grâce au Covid, donc tant mieux. Par contre, j'ai quand même fait des stages dedans et ça m'a appris notamment, j'ai repiqué dans tout ce que j'ai pu un peu connaître avec le développement mobile. Donc là, cette fois-ci, par contre, j'ai connu le développement sous iOS. Donc qui peut être quand même intéressant, c'est toujours un bagage à prendre. Et un peu de prod par-ci par-là. On sait toujours faire un peu de prod, c'est super intéressant. Ouais. Et ça change beaucoup entre mobile et iOS? Alors, iOS, c'est Android en chiant. En gros, si tu veux, sur Android, tu as un truc très facile qui est le mode développeur. Et donc, tu as tout en point APK que tu peux tester comme tu veux sur ton propre téléphone. iOS, tu as besoin de vérification dans tous les sens pour qu'ils autorisent les trucs et tout. Et c'est moins pratique en vrai. Et surtout, il me semble que le compte Android développeur, c'est 25 € à vie. Et iOS, ça doit être 100 ou 110 par an. Donc pour les tests, c'est... Ouais. Ensuite, j'arrive au Bachelor Game Design. Enfin, je suis passé dans une période ici où je ne savais plus trop quoi faire. Donc j'étais vraiment perdu de ouf. J'ai perdu 3 ans de ma vie à ne pas savoir où aller. C'est un peu déstabilisant. Mais on m'a recentré sur le fait de faire des choses, que tout ce que j'ai pu apprendre me resservira, et c'est ce que j'essaie un peu de montrer ici. Donc pour le Bachelor Game Design, j'arrive avec le test d'entrée écologique. Donc en gros, le thème c'est l'écologie, comme vous avez pu le deviner.
et on m'a demandé une game doc, enfin un game concept. Je sais pas si vous avez eu des tests d'entrée. Oui. C'était dans la même vibe. On Une n'avait pas de analyse, thème ouais. à faire. Ok. On n'avait pas de thème, on avait un concept de jeu en une page et une analyse de jeu en une page, je crois. Ok, ça marche. Donc vous avez eu l'analyse aussi. Moi je l'ai pas eu pour vous, la chance. Et du coup pour ce jeu-là, j'ai essayé de... C'est pas compliqué, je suis vraiment allé sur internet pour choper toutes les... comment fonctionne un game concept, etc. Donc c'est littéralement un copier-coller de ce qui peut déjà exister en termes de forme. Après en termes de fond, forcément c'est un jeu que j'ai créé. Et j'ai pu mettre à profit mes compétences, notamment parce que j'ai programmé le jeu en fait, en 2 semaines. Donc comme ça je leur ai directement filé le fichier APK avec le jeu fini. Et ça permettait un peu de smurf, de montrer que j'avais vraiment envie quoi. Et avec notamment les unique selling points ici, ce qui peut être très pratique dans tout ce qui est écologie, etc. Donc là-dedans, j'ai pu apprendre forcément tout ce qui peut être rédaction, le plus important, notamment pour ceux qui n'ont pas encore travaillé avec des artistes, savoir exprimer son idée. J'insiste, apprenez à faire ça. Vraiment, c'est pas oublié, le pire ennemi pour n'importe qui, c'est le client, en général. Là, vous pouvez devenir ce client, exprimer bien vos idées, n'hésitez pas à y aller à fond, à mouliner pour savoir si les gens en face de vous ont compris. Parce que sinon, ça va recréer des couacs plus tard dans la prod, et c'est là que ça commence à puer en général, et on se speed, etc. Et c'est un enfer. Hop, trop bien, on rajoute le game design, enfin. Mon premier projet, c'était un jeu de société. Vous avez déjà fait votre premier projet, j'imagine? Oui. C'était un jeu de société ou pas? Aussi. Parfait. Pour ce jeu de société, du coup, nous, c'était le thème nucléaire, donc c'était pour ou contre. On m'a mis sur le contre. Et premier travail avec les artistes, mais du coup sur papier. Enfin, sur papier, vous comprenez. Donc on est sur un jeu, honnêtement, qui est très inspiré du Shérif de Nottingham, si je me souviens bien. Avec un jeu de bluff, un peu, avec un juge qu'on doit essayer d'embobiner et qui change à chaque tour. Pas grand-chose d'intéressant en termes de design, honnêtement. Mais surtout, ça a pris 2 choses, donc la communication avec les artistes, et enfin, finir un projet sans catastrophe. Car tous les projets que j'ai fait avant, je les ai pas finis, sauf le tout premier, mais c'était une catastrophe. Et j'ai pas vraiment participé à ça, à mon sens. Là, enfin un projet fini de A à Z, super important. Ça arrive très souvent d'avoir des idées de ouf, de les commencer et de jamais les finir. Ce n'est pas un souci, à partir du moment où vous arrivez à en finir certains. Car sinon, vous n'allez jamais découvrir ce que c'est la fin de prod, et la fin de prod, c'est... Je dis le pire, mais c'est aussi le meilleur dans le sens où c'est là qu'on apprend le plus. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous avez des projets en tête ou quoi que ce soit, à essayer de les finir dans tous les cas. Ne bousillez pas d'autres projets à cause de ça, mais voilà. Le deuxième projet, c'était enfin du jeu vidéo, avec un Tower Defense. Je ne sais pas si vous avez fait votre deuxième projet. Non, Et pour les deuxièmes années, c'était un Tower Defense ou pas? non, c'était... Jeu de voiture. Jeu de voiture, trop bien. Ouais, je nous crois aussi. Nous aussi, on l'a dit il y a quelques semaines. Ouais, on l'a dit, c'est quelques semaines. C'est en mars. Ok, trop cool en vrai, jeu de voiture. Pour Tower Defense, je vais introduire une notion. Bon là vous avez la petite vidéo de ce qu'on a fait, que j'ai connu très récemment au travers d'un livre de Nietzsche qui s'appelle Ainsi parlait Zarathustra, sur la conception, la création, l'imagination, etc. Lorsque vous apprenez quelque chose, donc là on va prendre le game design, vous êtes ce qu'on appelle un chameau. Vous encaissez, vous emmagasinez toutes les choses qu'on vous dit et vous les retranscrivez de la bonne façon, exactement au pied de la lettre. Quand vous commencez à avoir un peu de compétences, vous pouvez passer dans le lion. Le lion, c'est tout ce que vous avez, vous voulez passer de l'autre côté du spectre, donc briser toutes les règles pour aller expérimenter, etc. Et c'est super intéressant, il faut passer par ça. Le troisième, c'est l'enfant. C'est avec un œil innocent de l'enfant, là où vous appliquez les choses comme il faut, avec la bonne justesse, etc. Là, on est clairement parti dans un schéma lion, on avait fait un jeu, on s'est dit, let's go, on va tout casser. Un tower defense, on doit tuer les unités, ici on doit les protéger. Le joueur pose lui-même ses pièges, et il doit lui-même se gérer par rapport à ses pièges. C'est un jeu très mathématique, avec des tapis comme vous pouvez voir avec les flèches, en gros tous les 3 ticks, le tapis change. Et voilà, les poulets se baladent un peu partout sur la map. Là-dedans, truc intéressant, c'est qu'on a eu une confrontation de point de vue avec un collègue et ami. En fait, on avait une deadline, forcément comme pour tous vos projets aussi. Lors de cette deadline, milieu de projet, on voit que ça ne fonctionne pas. Ça n'existe pas, ça ne marchera pas.
Donc on s'est laissé une journée pour... moi je pars sur un projet, sur un point de vue différent, qui fonctionne et qui est plus classique, donc par exemple des unités avec des points de vie, etc. Et lui il a une journée pour montrer que notre projet actuel marche. On fait ça, au bout de la journée, il me montre que ça marche, génial, ça fonctionne, on peut reprendre dessus. Ce que je veux dire, c'est si jamais vous travaillez en équipe, surtout à plusieurs game designers, c'est là où ça peut être le plus dur, parce que forcément les idées peuvent ne pas fonctionner ensemble. Soyez diplomates. Vraiment. N'hésitez pas à vous remettre une deadline plus courte pour expérimenter les choses. Partez dans tous les sens. Vraiment, n'hésitez pas. Je fonctionne beaucoup par design soustractif. Donc, on explore un max au début, et après, on cut les idées une par une, jusqu'à temps de trouver quelque chose d'étoffé, puis comme ça nous évite dans 1 ou 2 mois de repartir sur hey, cette idée-là, elle est trop bien, on va l'essayer. Non, on y a déjà pensé, c'est de la merde, on oublie. Donc là, super, on a enfin surtout appris Unreal Engine, et surtout les outils de QA, qu'on a un peu débunké dans tous les sens. On a vraiment essayé d'en mettre un peu partout, notamment des heatmaps, etc., vu qu'on avait un jeu très mathématique, ça s'y prêtait vraiment bien. Donc les outils QA sont vos meilleurs amis, honnêtement. Je sais pas si vous avez fait un peu de QA. Oui. Ok, parfait. Vous l'avez fait comment, sous forme d'exercice un peu comme ça, ou développement d'outils et tout Nous, en première année, c'est surtout des Excel, ok, ça marche. des scénarios de TS. Nickel. Ouais. On a fait vachement du coup en exercice en première année et du coup en playtest de projet tout simplement en deuxième année. Ok, nickel. Bon, déjà au moins, c'est un bon point. Ensuite, le projet de fin d'année, du coup que vous n'avez pas encore fait pour la première année. Cette fois-ci, on nous a mis sur un truc un peu spécial, dans le sens où chaque game designer, nous on était 12 dans la première année. Chaque game designer proposait son projet aux artistes. Ensuite, les artistes choisissaient la moitié, donc 6 projets sur 12. Et les personnes pas choisies devaient se greffer à un projet déjà existant. Mon projet n'a pas été choisi, du coup je me suis greffé avec un ami. C'est super cool, en vrai, de ne pas avoir le lead sur un projet et de se greffer à ça. Le truc qui peut être plus difficile, c'est la légitimité. Dans le sens où lorsqu'on propose quelque chose, on part du principe que c'est pas notre idée, donc c'est moins bien. Mais c'est pas du tout le cas, et surtout la personne m'a vraiment rassuré et tout, il n'y avait aucun souci là-dessus. Pour le coup, on avait, en termes de contraintes, du coup, on ne pouvait pas avoir d'animation, car nos artistes ne savaient pas animer, tout simplement. Donc, l'idée de base était un jeu contemplatif, dans lequel le temps est figé, ce qui nous arrange beaucoup. Et toujours le travail en groupe avec les artistes. Donc là, on est vraiment arrivé avec des artistes qu'on allait fréquenter tout du long. Ouais. Juste du coup pour le thème des jeux qui étaient proposés. Enfin, il y avait un thème de jeu proposé ou c'était full. Non, pour le PF1, on n'avait pas de thème. C'était vraiment plus des contraintes et à partir de là, un peu tout le reste. Je sais que j'étais parti sur un jeu de voiture, on doit créer le chemin au fur et à mesure en dessinant le chemin. Et forcément, l'objectif là, c'était plus de vraiment apprendre à collaborer avec les artistes et notamment se sacrifier un peu de notre côté pour mettre leurs assets en valeur. J'ai mis le toucan là, pourquoi? Parce qu'on a nos artistes qui a fait un toucan. On ne sait pas pourquoi de base, mais il est là. On s'est dit comment on le place ce toucan, parce qu'il est cool quand même. Et en fait, on a réussi à le mettre du coup au point d'intérêt des joueurs. Ils avaient des petits sabliers à récupérer pour remettre le temps dans le jeu. Et en fait, les toucans sont cachés, on peut les voir un peu partout dans le jeu, de très loin. Hop. Je pense que je dois avoir une info plus, j'ai dû en mettre une juste après. Mais en gros, on arrive sur cette île-là avec un très très grand arbre. Et on avait 2 parcours, parce que le truc qui est très cool que j'ai fait avec du coup mon collègue et ami, c'est qu'on a fait 2 maps différentes en quelque sorte, en utilisant les mêmes mécaniques du jeu. Pour expliquer, le jeu, c'est un petit morceau de papier, c'est un petit origami qui peut se mettre en avion, avec des skis ou en boule, pour rebondir. Et du coup, moi j'ai fait une map très planante, très exploration, où on voit tout de loin, etc. Et lui, il a fait un parcours complètement slide et tout, en mode jeu de skate, ce qui est excellent. On s'est vraiment marré. Et c'est pour ça que je veux revenir surtout sur le point, juste ici, amusez-vous. Vraiment, vous êtes là pour ça. Pendant les études, vous avez la chance de pouvoir explorer un max de trucs sans qu'il y ait aucune répercussion. Bon, il y a vos notes, mais honnêtement, on s'en fout. Et partez dans tous les sens. Profitez un max pour explorer des trucs, pour pas vous dire plus tard, une fois que vous êtes dans la vie active, putain, j'aurais bien tenté un projet comme ça et tout. Là, au moins, vous l'avez fait, vous savez si ça marche ou pas. C'est beaucoup mieux pour vous.
Donc là, forcément, la flexibilité, parce que s'adapter à un projet, en vrai, c'est quand même difficile au début lorsqu'on ne connaît pas. Et ensuite, un peu de narrative design, mais on en reparlera plus tard du narrative. En deuxième année, on a commencé par un JDR. Est-ce que vous avez déjà fait du JDR pour les deuxième années? On a fait en première année, par contre. Vous avez fait en première? Nous, on est en Ok, train d'accord. Ouais, non, en train. Parfait. Pour le JDR, c'est un nouveau type de jeu que je ne connaissais pas du tout. Donc on nous a imposé, je connaissais de loin, mais j'ai jamais vraiment essayé de concevoir ou quoi que ce soit. Donc on nous a imposé l'univers Toy Story sans utiliser de personnages existants. Ce qui est très dur de se retirer Monsieur Patate. Honnêtement. Et truc super important sur lequel je vais vraiment insister, c'est la cible. La cible dans un jeu, c'est tout. Si vous faites un jeu, vous n'avez pas de cible, vous n'avez pas de jeu, à mon sens. Dans le sens où votre cible, c'est la personne qui va jouer à votre jeu. Ça peut être vous. Si vous arrivez à analyser votre propre profil de joueur, allez-y, c'est nickel. Par contre, si vous voulez une cible précise, faites vraiment un bon truc détaillé, des recherches, etc. Sinon, c'est un flop, hein, honnêtement. Si vous ne savez pas à qui vous voulez vendre le jeu, ça ne va pas fonctionner. Surtout, vous allez faire un jeu qui veut s'adresser un peu à tout le monde. Et du coup, ne pas prendre une direction, c'est catastrophique en termes de design. Donc là, évidemment, savoir identifier sa cible. Ensuite, on s'est un peu chauffé après ça. On s'est dit, tiens, on va se rajouter un projet non scolaire. Avec le Tondeuse Mania. C'est un jeu sur mobile, toujours pour y revenir. Mais la plus grosse contrainte, c'est qu'on a travaillé à plusieurs sur notre temps libre. Je vous incite à faire ça, n'hésitez pas. C'est pas parce qu'on s'est planté que vous pouvez pas le faire, loin de là. Mais ça demande une organisation en béton. Et surtout pas des connaissances, mais une motivation. Parce que lorsque vous êtes dans vos études ou plus tard avec le travail, la motivation c'est soit l'argent, soit vos notes, soit vos diplômes, ce que vous voulez. Là, quand vous faites pour vous, la motivation c'est vous et vos compétences, c'est tout. C'est super facile de décrocher. Donc, ce que je peux vous conseiller vraiment, c'est si vous partez là-dessus, essayez peut-être en solo déjà, pour pas impliquer déjà d'autres personnes dedans. Car ça va vite de se motiver à plusieurs, ça va très vite de se démotiver à plusieurs. Ça marche dans les deux sens. Et j'ai appris dedans le level design procédural. Donc un peu en s'inspirant de Isaac notamment, avec des salles qui sont déjà préconstruites dans Isaac, sauf qu'elles sont placées de façon procédurale pour que tout fonctionne ensemble. D'accord. Comment? C'est comme l'un des premiers jeux qui était sorti en 1980, il fonctionnait de la même manière. Ok. Rogue, ouais, Oui. 1980. Alors, je tiens à le dire, pour tous ceux qui sont dans le même cas que moi, je n'ai pas une bonne culture jeu vidéo. Ensuite, on est passé sur un nouvel outil qui est la VR. Du coup, après avoir abandonné ce projet qu'on a fait de notre côté, car honnêtement, le projet d'avant, c'est les études, c'est le deuxième semestre plus les vacances de Noël qui ont tué le projet en termes d'organisation. Donc là, pour la VR, super la VR, on apprend un nouvel outil, encore une nouvelle corde à notre arc. Je connais pas du tout comment ça fonctionne la VR, très sincèrement. Et on est parti sur un thème coopération. Forcément, esprit de game designer, on switch le projet. Coopération, c'est un site de personnes où on a fait un jeu tout seul où on coopère avec nous-mêmes. En fait, on est enfermé dans un cube, donc on a une vision de notre personnage dans le cube, et ensuite on peut switch de temps en temps, enfin quand on veut en fait, pour sortir du cube et pouvoir le manipuler dans tous les sens qu'on veut pour pouvoir changer notre personnage. Très sympa, on a fait des petits jeux de perspective. L'idée qui m'est venue en tête là, c'est avec une épée, on a un pommeau d'épée comme ça. Et en fait, si on arrive à tourner le cube et à se mettre à la bonne distance avec la VR, ça nous construit la lame qui est accrochée dans le mur. Si on arrive à avoir la bonne perspective. Super cool sur l'idée. Problème, la VR c'est vomitif. Quand on change de vue tout le temps, qu'on tourne dans tous les sens, c'est affreux. Ne faites pas ça. Ou testez-le avant. Mais par contre, ce projet-là, c'est super cool parce que ça nous a du coup appris la VR. Et j'ai notamment un de mes amis qui ensuite a été embauché dans un studio de VR. Et je pars du principe que c'est à partir de ce moment-là où il a pu s'intéresser à avoir les compétences, etc. là-dedans, ce qui est super cool pour lui. Et justement, pour continuer sur cet ami, pour vous proposer de faire ça, etc., il a postulé à un stage, alors que c'était pas obligatoire, en deuxième année, à la fin de la deuxième année. Donc lorsqu'on commençait notre PFE, notre projet de fin d'études,
Lui, il est parti en stage pendant 4 mois, si je me souviens bien. Et il a fait un test d'entrée contre des étudiants de 3e année, etc. Et il a été pris. Donc ce qui a fait que à la fin de son stage, il voulait déjà l'embaucher. Et surtout, ils l'ont repris pour l'année d'après. Et ils l'ont embauché par la suite. Donc si je peux vous inciter à aller chercher, même si vous pensez que c'est mort, essayez. Enfin, de toute façon, il n'y a rien à perdre. Donc là, sur ce projet-là, par contre, je me suis orienté sur la gestion de projet. Donc avec tout ce qui peut être un peu plus logistique, outils, gestion de temps, etc. Parce que avec la claque que j'ai pris dans le projet juste avant, je me suis dit on va commencer à s'y pencher. Mais ça reste le début de tout ce qui peut être gestion de projet. Donc voilà, on peut voir déjà que ça a bien évolué juste à la fin de la 2e année comparé à avant. Donc on a un peu de tout. Et c'est trop bien. Parce que lorsqu'on y repense, si vous faites la même chose, vous allez vous en rendre compte très vite, quoi. Je sais pas, il y a combien à main levée les personnes qui ont fait des études avant celle-ci? Ok, voilà. Donc tout ce que vous avez fait, honnêtement, ça va vous resservir, surtout dans le game design, c'est l'avantage des métiers créatifs. Tout ce que vous avez fait, ça peut tilt quelque chose, ou quoi que ce soit. Notre prof, qui s'appelle toujours, qui s'appelle Julien Barbe, par exemple, il me semble qu'il a fait tout ce qui peut être un peu plus SVT, etc. Je ne saurais plus dire honnêtement, mais c'est super intéressant parce que lorsqu'il reparle de certaines applications dans ses jeux et tout, on le ressent de ouf en fait. Et c'est pour ça, ça fait que votre parcours, dans tous les cas, va faire que vous êtes très unique dans votre design et dans votre conception, donc profitez-en. Alors, la Game Jam, c'est la toute première que j'ai faite. Je l'ai fait pendant ma 3e année, pendant le PFE, un peu en mode décompresse, parce que le PFE c'est toute l'année, faut y aller. Et forcément, contrainte, on avait 48 heures pour ça. Si je peux vous conseiller, vraiment, faites des Game Jam, hein, c'est super cool, ça dure un week-end en général, une semaine grand max. Profitez-en, vous rencontrez déjà du monde, parce que bon, là on l'a fait entre nous, parce qu'on s'amusait bien entre nous, mais sinon en général vous le faites avec de parfaits inconnus. Et c'est super cool de rencontrer du monde, parce que vous pouvez tomber avec des grands darons qui ont 20 ans d'expérience dans leur métier, et ça vous donne un contact pour vous savez pas quand, mais c'est vraiment trop bien. On avait le thème Racine. Donc là, forcément, on s'est imposé le thème Party Game, pour le coup, parce que c'était marrant, on voulait y jouer à plusieurs à la fin, une fois qu'on a fini. Et pour le thème Racine, on est encore une fois parti du côté Lyon, du design. On s'est dit, tout le monde va faire des racines avec des plantes, etc., c'est pas drôle. Du coup, qu'est-ce que ça nous évoque, les racines? C'est juste un point central qui s'expand, tout simplement. Et on a du coup, hop là, on est parti sur un party game avec une tasse de lait au milieu, où on doit poser des morceaux de biscuits sur la map, et au bout d'une minute, la tasse déborde, et si votre base est reliée à la tasse, vous perdez. Aussi simple que ça. Donc ça a bien fonctionné, on a même fait une petite presse, etc. Là-dessus à la fin de la Game Jam. Et trop bien, c'est surtout le point important que je veux aborder ici, c'est que c'est un métier passion. Si vous vous amusez pas lorsque vous le faites, ça peut arriver par contre, hein, attention, ça peut arriver de ne pas vous amuser lorsque vous faites du game design ou lorsque vous êtes sur un projet ou quoi que ce soit. Par contre, si c'est récurrent, réfléchissez-y, vraiment, parce que c'est pas un métier où je peux vous assurer que vous allez brasser 10K en sortie d'études. Même déjà trouver un taf en sortie d'études, c'est... Mais pensez-y vraiment et n'hésitez pas à lancer des trucs dans tous les sens. Et les game jams, c'est vraiment parfait. Pour je sais que par exemple, il y en a tous les dimanches en ligne qui doivent être faites, où ça dure, je sais pas, 1 ou 2 heures pour faire un petit projet vraiment vite fait. Mais c'est super pratique, quoi. Genre, on apprend trop de trucs et tout, donc allez-y. Et aussi, on a publié notre jeu sur itch.io. Donc, je sais pas si vous connaissez itch.io. Oui. Parfait. Donc là, ça nous apprend à nouveau comment publier un jeu, etc. Et c'est super intéressant, et surtout, on peut avoir des retours de la communauté. Ce qui est super cool. Là, le plus long, notre projet de fin d'études, Purgatorio. Donc, on est parti sur un roguelike à base de dés. Donc, la source principale, c'est la Divine Comédie de Dante, pour ceux qui connaissent. Donc, on s'est dit, dans la Divine Comédie de Dante, c'est génial, il y a les 7 péchés capitaux. Tout le monde connaît les 7 péchés capitaux. Ça nous fait une sémantique super forte autour de quoi articuler. Car c'est génial, par exemple, de vouloir créer son propre monde. Le problème, lorsque vous créez votre propre monde, déjà, de 1, vous êtes personne. Personne ne connaît votre monde, donc tout le monde s'en fout de votre monde, en vrai. Alors que là, c'est vraiment... Ouais, c'est pas grave. Hop, merci. Et ouais, super important de faire tester votre jeu, même si c'est aux personnes dans l'école. On l'a refait plus tard, nous, en fin de prod.
pour faire tester un peu, notamment le tutoriel, car le tutoriel c'est quelque chose qu'on a vu à la fin. Normal, faut pas le faire au début, si vous le faites au début, arrêtez. Voilà, je vous le dis. On a vu ça, et c'est super important parce que tous les retours qu'on a en termes de joueurs, déjà, lorsque vous faites tester un jeu, vous le faites de façon itérative, normalement. Donc vous commencez avec quelque chose que vous voulez faire tester spécifiquement pour ensuite l'améliorer. Et ça nous a permis de faire des grilles d'évaluation à faire tester aux gens en public. Donc lorsqu'ils avaient fini leur session de jeu, on leur passait la grille sur une tablette, ils remplissaient les trucs et tout, puis après on pouvait analyser les données. On s'est retrouvé avec beaucoup de réponses. Et le plus étonnant surtout, et c'est très important, c'est pour votre ego aussi. C'est super important de faire tester son jeu pour son ego et de voir que ça plaît à des personnes complètement random, quoi. Genre, il y a des personnes qui sont restées 2 bonnes heures sur un prototype de 4 mois, à s'éclater, à tester tous les builds et tout dans tous les sens, et c'est génial. Et ça fait vraiment du bien à l'ego pour continuer, notamment en milieu de prod, à relancer la chose, etc. Donc je peux que vous inciter à essayer de faire tester vos jeux, vos prototypes. De toute façon, les gens adorent les jeux, hein, c'est tout con. Profitez-en. Ce qu'il a obtenu, tout. Pour le coup, je me suis, avec mon profil, vraiment spécialisé, enfin dirigé plutôt, dans la gestion de projet. Donc j'avais prévu toute la gestion de projet depuis le début, en rechangeant selon ce qui se passait, etc. Vous êtes game designer, ok, c'est cool. Spécialisez-vous dans autre chose. Très sincèrement, si vous êtes que game designer et rien d'autre, ça va être galère de fou. Je sais pas si vous pensez tous avoir un truc, une seconde corde ou un truc comme ça. Si vous l'avez pas de suite, réfléchissez-y. Évidemment, c'est pas obligatoire, mais c'est vraiment conseillé. Puis même pour communiquer avec le reste d'une équipe, c'est beaucoup plus facile. Hein. Il n'y a pas photo. Dans le narrative design, j'ai beaucoup découvert sur un projet forcément de 1 an. J'ai appris à me renseigner sur ce que je voulais faire et surtout le narrative design n'a rien à voir avec la narration à mon sens. Je mets entre parenthèses. La narration pour moi c'est tout ce qui peut être un peu plus scénario, etc. Narrative design c'est les éléments du jeu dont le joueur ne se rend même pas compte mais qui font partie du jeu et qui l'aident à l'immersion. J'ai kiffé aussi tout ce qui pouvait être équilibrage. Je suis un gros mangeur d'Excel. Et l'équilibrage, j'ai adoré à faire des tableaux croisés dans tous les sens pour justement avoir un jeu qui me paraissait cohérent. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est forcément, lorsque vous présentez votre jeu, la communication avec votre public, votre clientèle, on va dire, c'est super important. Savoir présenter son speech, notamment, j'en reparlerai plus tard avec mon parcours, etc. Mais savoir le présenter à quelqu'un qui a l'argent, c'est cool aussi. Et puis après, on s'est vraiment amusé, on a un peu poussé le truc, donc on a fait un Discord pour la communauté, etc., pour rassembler du monde. On a écrit des patch notes à peu près toutes les semaines ou 2 semaines pour avoir tout ce qu'il nous fallait dedans et pour informer les joueurs, pour un peu garder ce truc après les salons. Parce que les salons, on n'en a pas fait un, on en a fait 3. Donc on a fait le TGS, le tout premier à Toulouse, on en a fait un deuxième avec le salon du développeur indépendant. Donc on avait un peu moins de personnes, mais c'était très cool, c'était très chill. On a rencontré pas mal de monde du milieu surtout. Ça sert vachement à ça pour le réseautage. Le réseautage, ça fait tout. Voilà. Peu importe votre métier, si vous changez quoi que ce soit, 70% c'est du réseautage. Donc ça ne veut pas dire rester en contact, enfin rester en bon contact avec tout le monde ou quoi que ce soit, il ne faut pas être les meilleurs amis, mais juste les occasions, ça se fait vraiment comme ça. Et le dernier, on est retourné au TGS, mais à Montpellier. Donc on y est allé cette fois-ci avec toute la classe. Vu que tout le monde avait un projet, etc. On s'est régalé, on a passé un week-end entre potes à présenter nos jeux et tout, et c'était vraiment excellent, quoi. Donc, n'hésitez pas à demander ça, en vrai, je ne sais pas si c'est faisable ou quoi que ce soit, mais nous on a pu, donc j'imagine que ça peut faire pression justement vu que ça a été fait ailleurs. Donc, dernière étape pour tout bon étudiant, le stage. Yes. J'aborde le point moins drôle. Le stage, c'est galère. Voilà. Vous êtes en première et deuxième année, donc pour l'instant, c'est assez chill. C'est en troisième, ça n'a pas changé? Ça marche. C'est en troisième que vous allez devoir trouver ça. Forcément, si vous pouvez déjà commencer à vous renseigner avant et tout, n'hésitez pas, hein, c'est super cool. Même juste envoyer une lettre de motif ou que ce soit, à partir du moment où vous apparaissez dans les fichiers des gens, vous êtes dedans. Et si vous les recontactez 1 ou 2 ans après, et ben, vous êtes dans les fichiers, et ça peut, c'est bête, mais ça peut vraiment être le truc qui déclenche le process, quoi. Moi, pour mon stage, déjà, la galère, oui, c'est vrai, la première, trouver un stage, c'est vraiment une horreur. Voilà.
Vous allez arriver dans ce milieu-là avec, honnêtement, rien. Sauf si vous faites beaucoup de jeux de votre côté ou quoi que ce soit, mais vous allez être noyé dans une foule, surtout que les stages, c'est tous au même moment. Donc vous êtes en concurrence avec toutes les écoles en même temps et tout. C'est relou. Mais vous allez bouffer du refus dans tous les sens. Ça, c'est tout à fait normal. Et surtout, vous allez devoir apprendre à travailler votre CV. Notamment avec, comme je le montre depuis tout à l'heure, les compétences. Donc c'est important de savoir ce qu'on peut faire et notamment les endroits sur lesquels on peut se démarquer. Car le game design, la tétra de ces trucs-là, bon, tout le monde sait faire. C'est important de les mettre parce que c'est du jargon, du coup c'est bête, mais la RH, quand on va le voir, elle va voir que quand même vous êtes à l'aise avec ce milieu-là. Et si vous avez des compétences en plus qui peuvent vous rendre différents, montrez-les. N'hésitez pas. La durée du stage. Alors là, c'est génial, j'ai des stats pour ma promo. On était 9, du coup, en dernière année. Il y en a 2 qui n'ont pas eu leur diplôme parce qu'ils n'ont pas trouvé le stage. Et du coup, on est 7 diplômés. Parmi ça, ils étaient 3 à avoir un stage de 3 mois. Et tout le reste, donc les 4 autres, c'était un stage de 2 mois. Je fais partie des 4 autres. Donc avec un stage de 2 mois. Je vous incite vivement à avoir un stage de 6 mois. Un stage de 2 mois, ça va juste vous servir pour valider votre diplôme. Vous allez apprendre des trucs forcément, mais ça n'a rien à voir. Pour la continuité, pour la pérennité de votre projet ou quoi que ce soit, un stage de 6 mois, c'est vraiment au-dessus. C'est God tier. Enfin, c'est vraiment incroyable. Moi, du coup, je suis arrivé dans une boîte qui s'appelle Dreamplot. Le mec est basé au Canada. Quand on a fait le stage, il était en Thaïlande. C'est pas mal. Ouais. On s'est bien amusé, on était en télétravail. Et en fait, il est inspiré, il travaille sur Donjons et Dragons. Donc, il utilise, attention, il ne travaille pas chez D&D. En fait, D&D, c'est open source. Enfin, ça l'était, pardon. Je crois que il y a eu un changement récemment et c'est la merde. Mais c'était open source et du coup, c'est-à-dire que si vous vouliez créer votre histoire ou votre propre livre de règles là-dessus, vous pouviez. Donc lui, c'est ce qu'il a fait, avec des Kickstarter et tout. Je crois que son premier Kickstarter, il avait fait 80 000 $, un truc comme ça. Donc c'est un bon truc quand même, ouais. Et je connaissais rien à Donjons et Dragons. Voilà, j'ai jamais joué à Donjons et Dragons. Donc je me mets là-dedans, un peu en légende. Et surtout, on travaille beaucoup en anglais, en télétravail. Donc forcément, vous êtes game designer, je vous incite à travailler votre anglais. En tous les cas, c'est logique, on vous l'a sûrement déjà dit 800 fois. Mais lorsqu'on est en milieu pro, ça n'a rien à voir. Dans le sens où, même moi, encore avec mon taf actuel et tout, lorsque je suis avec des clients anglais, je bassine plus facilement, quoi. C'est pour ça, vraiment, n'hésitez pas à vous entraîner là-dessus. Et j'ai travaillé avec un autre collègue, du coup, pas de notre école, mais d'une autre école de Toulouse, en fait. On s'est retrouvés là-dedans, par chance, à faire la même chose. Et ça m'a permis de travailler avec quelqu'un aussi, donc refaire une gestion de projet, retravailler mes skills de tout ce qui peut être gestion de projet, etc. Et forcément, comme je l'ai dit avant, la Easy Way c'est 6 mois, toujours pas de trucs là-dessus. Essayez de choper un stage de 6 mois, c'est vraiment important. Ce qu'il a obtenu, forcément, le travail en anglais, mais de façon pro, tout ce qui peut être JDR, etc. La gestion d'un Kickstarter, donc forcément, je l'ai vu avant. Là, je l'ai vu pendant, comment il faisait, comment il attirait du monde, les meilleurs moments pour lancer un Kickstarter, les meilleurs moments pour lancer la promo, etc. Et j'ai fait du QA et du JDR aussi. Donc c'est assez sympa, du coup c'est le QA, j'ai fait le QA sur le projet qui était en Kickstarter en cours, et j'ai fait du game design sur le prochain projet qu'il voulait faire. Et en vrai c'était grave cool, hein, mais 2 mois en télétravail, honnêtement c'est dur de rester accroché dedans en sachant que ça mène nulle part en fait. C'est pour ça, le fait d'avoir la vision avec un stage plus long, ça vous aide juste déjà à rester dans le truc. Donc, on est passé de ça à ça au début du bachelor, pour finir à ça. C'est grave cool, on a plein de trucs, trop bien. Sauf que maintenant, on entame la partie la plus difficile, après les études. Est-ce que déjà, vous avez des questions sur ce qui a pu être dit avant? Nickel. Alors, période post-études, comme j'ai mis, faites attention. Pour ma part, c'était une période giga galère. Donc c'est pas compliqué. Les 6 à 8 mois après, c'était vraiment la merde, dans le sens où c'est difficile de trouver un stage, c'est super concurrentiel, forcément, vous en doutez. Il y a des personnes qui ont fait plus de trucs que vous, certainement.
et qui vont être prises avant vous, certainement. Donc forcément, n'hésitez pas à faire des projets de votre côté, comme je vous l'ai déjà dit, etc. Les gens jugent beaucoup par l'expérience. C'est pas compliqué, là, vous allez sur la FJV, vous regardez toutes les offres, c'est junior partout. Donc ça veut dire qu'il vous faut 2 ans d'XP avant. Spoiler, vous les avez pas quand vous sortez d'études. Donc par contre, tout ce qui peut être projet indépendant et tout, ça compte. Donc vraiment, n'hésitez pas, quoi, charbonner dedans, évidemment si vous en avez envie, sinon ça sert à rien. Donc moi je suis clairement passé par une phase un peu, clairement de dépression, pendant 6 bons mois je pense, sauf que j'ai eu la chance de pouvoir garder un minimum de lucidité en mettant plusieurs règles. Je vais d'abord parler des stats de ma promo sur ce qui est de maintenant. Maintenant il y a une personne qui taffe, encore, en CDI, ah non même pas en CDD je crois, ça fait 2 fois qu'il est en CDD. Sur Paris. La personne qui travaillait en VR, du coup, sa boîte a coulé. Là, il y a 2 semaines, je crois. Oh. Mais il a quand même travaillé avec eux, du coup, 1 an et demi. Ce qui est grave cool, du coup, il était vraiment en tant que game designer là, sur ce projet et tout. Celui qui travaille encore, il a commencé en tant que QA. N'hésitez pas à passer par une autre porte, j'insiste. Ça va être super galère de brute force en tant que game designer. Lui, pour celui qui était en VR, c'est parce qu'il y a eu le contexte avant avec son stage précédent, etc. Mais sinon, passez par toutes les autres portes que vous pouvez trouver. Vraiment, n'hésitez pas. Ensuite, la 3e personne qui avait fait un stage de 6 mois a été aussi embauchée. La boîte a coulé. Au bout d'un an. Mais je crois qu'il retaffe ailleurs en Belgique, il me semble. Et pour les autres, du coup, qui ont fait des stages de mois, aucun travaille dans un studio de jeu, actuellement. C'est pas pour vous vous faire stresser ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pour y penser parce que nous, on n'en a pas parlé. Ouais. Est-ce que tu penses que le fait que l'industrie du jeu vidéo, là en ce moment, elle est dans une période basse et elle commence à remonter, ça a joué là-dedans? Ouais, ça a sûrement joué de ouf parce que pour la liquidation de la boîte de VR, c'était manque de projet, donc manque de fonds. Et pour l'autre, c'était. Ils ont sorti un jeu, sauf que ça n'a pas pris du tout. Et du coup. Ils ont coupé la moitié des effectifs. Mais c'est sûr que, bon, pour l'instant, les rares studios que je vois recruter, c'est ridicule. En général, là, ça vire juste 10% de son effectif. Et puis voilà, quoi, c'est vraiment juste ça. Mais ça veut pas dire que vous pouvez rien faire, loin de là. C'est juste qu'il faut s'y préparer. Nous, on ne nous a pas parlé de ça du tout. Donc, arriver là-dedans, ça surprend de ouf. Quand on nous vend, ça va être dingo, vous avez des designers, c'est une folie. C'est pas forcément ça. Ça va peut-être prendre du temps, peut-être que votre chemin il sera pas tout droit, mais dans tous les cas, même si vous avancez un peu n'importe comment, vous avancez, donc vous en foutez. Moi, 2 objectifs pour rester là-dedans. Continuer de produire des jeux. Le truc important, garder la flamme. Vous êtes là pour un métier de passion, à mon sens. Continuez de produire des jeux de votre côté, peu importe c'est quoi, on s'en fout. Des jeux de société, des jeux en VR, des TCG, des jeux de vidéo, on s'en fout. Juste continuez, parce que en fait, ça va vous entretenir là-dedans, ça va vous rajouter de l'expérience aussi, et c'est giga important. Ensuite, mon objectif, c'était de remplir mon CV pour combler les 2 ans qui manquent, justement, pour ne plus être junior. Forcément, quand on n'a pas de travail, c'est encore plus dur de mettre de l'XP. Donc, objectif, combler ça. Et du coup, j'ai décidé de lancer mon entreprise, en fait, tout simplement. Donc au bout de 3-4 mois à glander, genre vraiment, je savais pas quoi faire, on envoie des CV, j'ai réussi à me garder une routine d'envoyer 3-5 CV par jour, un peu par-ci par-là, mais à force de prendre des refus dans la tronche, bon, on en a marre en fait, hein, c'est bête, mais c'est vrai. Donc j'ai lancé mon entreprise. C'est une entreprise de développement de jeux de société. Donc je me suis lancé dans le jeu de société, parce que, à mon sens, c'est beaucoup plus accessible en tant qu'indépendant. Déjà c'est bête, mais c'est... Alors, à prendre avec des pincettes. C'est pas moins concurrentiel, mais il y a moins de personnes pro là-dedans. Les game designers dans le jeu de société, ça s'appelle les auteurs de jeux de société, et ça peut être des personnes complètement random. Vraiment, ça peut être n'importe qui. Il y a des grands darons de 50 ans qui décident de faire leur jeu de société en légende, et des fois ça marche. Par exemple, je sais pas si vous connaissez le Top 10. Pour ceux qui connaissent, c'est un jeu qui a cartonné de ouf. C'était le premier jeu de la personne. Jeu de société, comme ça, il a proposé un éditeur, carton, il est millionnaire, quoi. Donc, et surtout, c'est super facile de faire des prototypes. Donc, de proposer des choses, de les montrer, et de montrer qu'on a fait des choses, en fait, tout simplement, et qu'on avance. Et même pour nous, au niveau de son ego, en fait, faire un prototype, ça peut prendre 2 semaines, grand max, et on a l'impression de produire. C'est tout con, mais un jeu vidéo, c'est un marathon, ça prend beaucoup de temps.
on a l'impression de ne pas avancer, et je ne sais pas si vous connaissez la règle du 80-20. Oui. Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, lorsque tu penses avoir fait 80% et qu'il t'en reste 20, c'est faux, il t'en reste encore 80. Et en fait, c'est lorsqu'on arrive à la fin, tout ce qui va être peaufinage et tout, dans le jeu vidéo, c'est ce qui est le plus long, mais c'est ce qui est le plus important. Et c'est pour ça que ça bouffe un temps de prod monstre. Donc, j'y suis allé un peu au culot, et là, je vous parle du Malte. Le Malte, c'est l'association des auteurs de jeux de Toulouse. Bon, j'imagine qu'il y en a aussi à Bordeaux, il y en a partout. Là-dedans, je suis allé sur le Discord, et je me suis un peu baladé dans les personnes qui étaient connectées, et j'ai vu un mec qui avait un site. Je suis allé dessus, j'ai vu qu'il était à Toulouse, il avait 2 ans de plus que moi. Je lui ai envoyé un mail pour aller boire un verre pour discuter, il a dit oui. On allait boire un verre, on a discuté, il m'a appris tout ce milieu-là. Donc un peu comment ça fonctionne d'éditer un jeu en tant qu'auteur de jeu de société, comment ça marche pour créer la boîte, etc. Et il m'a vraiment beaucoup aidé parce qu'il a donné beaucoup de clés. Et c'est vraiment un coup de culot, quoi. Genre, vraiment, faut pas hésiter. Si vous avez l'impression qu'il y a un truc à faire avec quelqu'un, demandez-lui. De toute façon, il n'y a pas grand monde, et la conférence que je fais aujourd'hui le prouve, qui n'aime pas parler de soi. Donc vraiment, n'hésitez pas. Le Malte, du coup, ça m'a permis de faire beaucoup de rencontres, notamment avec des personnes du milieu, donc des éditeurs, parce que forcément, on rencontre des auteurs de jeux de société, c'est un peu random, etc. C'est des personnes avec qui vous pouvez discuter classico, mais surtout de ça. Et il y a le monde professionnel avec les éditeurs qui, eux, ont le cash. Et c'est ce qui vous intéresse le plus, forcément. J'ai fait mon premier jeu de société qui s'appelle Exit. Donc c'est un petit jeu de société inspiré, je sais pas s'il y en a qui connaissent par chance, Lâche pas la savonnette. C'est des jeux en gros, un peu, c'est les party games, les jeux d'ambiance, que 10 minutes, 15 minutes la partie, et juste ça se fout sur la gueule entre potes. C'est vraiment le but, c'est de casser les couilles à ses potes et rien d'autre. Donc je suis parti là-dedans, j'ai adoré le faire, et surtout je suis parti là-dedans parce que je voulais faire un jeu avec mes potes en soirée, en fait, c'est aussi comme ça, mais c'est l'idée de base. Et ça a super bien marché, à chaque fois que je le sortais et tout, on s'amusait de ouf, on me demandait le jeu, etc. pour aller en soirée avec et tout. Et je l'ai confronté avec des éditeurs, et j'ai pris la première claque dans le sens où j'ai un peu pris un modèle existant sans innover. Donc forcément les mécaniques sont sensiblement pareilles, le thème est différent, la condition de victoire est différente, voilà un peu ce qui change. C'est un truc qui fonctionne lorsque tu joues avec les gens parce que c'est drôle en fait de base, mais dans un rayon, il n'y a rien qui va différencier ton jeu. Donc qui va acheter ça? Potentiellement personne. Donc c'est pour ça qu'il faut penser à tout ça, mais c'est quand même dans tous les cas très cool de se lancer là-dedans, et puis surtout, vu que c'est fait pour être fait avec les amis, à jouer avec et tout, ça donne une bonne motive. Ensuite, j'ai recontacté le stagiaire avec qui j'ai travaillé, du coup, pendant mes 2 mois, et vu qu'on foutait rien tous les deux, on n'avait pas de travail tous les deux, on s'est dit, vas-y, on se met une deadline de 1 mois pour faire un jeu de société. Et génial, on a réussi. Donc on a appris à prototyper avec tout ce qui peut être un peu les Fab Labs et tout, je sais pas si vous voyez. C'est tous les trucs qui servent aux découpes laser, etc. Donc on a fait des formations là-dedans et tout. Et on a eu la chance de pouvoir participer au Connect. Le Connect, c'est le festival organisé par le Malte. Donc super important, les rencontres et le réseautage. On a pu y aller, et j'ai eu 3 rendez-vous là-dedans, du coup, pro, avec des éditeurs, en leur vendant mes jeux, mes protos et tout. Et c'est super intéressant d'avoir le côté pro de quelqu'un. Je sais pas si vous avez pu rencontrer encore des professionnels du milieu. Du jeu de plateau. De tout. En vrai, même jeu vidéo. Ok, pas d'éditeur? Ça marche. Non, je l'ai pas. Les éditeurs ont une vision forcément giga différente, parce que comme je le dis depuis tout à l'heure, c'est eux qui ont l'argent, donc il faut que ça rapporte de l'argent. C'est là où c'est super important, comme je disais tout à l'heure, de savoir vendre son speech, vendre son jeu, et se vendre soi-même. N'hésitez pas à vraiment vous entraîner ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est giga important. Pour ce Connect, du coup, j'ai eu 3 réponses positives sur les 3. Gros problème du milieu du jeu de société, c'est immensément long. Les gens ne sont vraiment pas pressés si ton jeu ne tape pas dans l'œil instantanément. Donc là, pour vous dire, il y en a un avec qui j'ai plus de contact du tout. J'essaie de leur lancer, pas de réponse. Au bout de, je sais pas, 3-4 mois, un truc comme ça. Il y en a un autre, c'est Don't Panic Games, c'est les plus gros, on va dire. Eux, quand j'en ai discuté avec la personne qui est centrée à Toulouse, elle me disait que vraiment c'était des échanges entre Paris, Toulouse, machin, sauf que les mails, machin, ça prend un monstre aussi, pas de réponse depuis 6 mois.
Et les derniers, ils ont signé beaucoup de projets ce jour-là. Et ils se sont rendus compte qu'au niveau pipeline et tout, c'était un peu la merde. Apparemment. Et du coup, ils ont remis toute leur prod en stand-by, etc. Et je dois les recontacter là, justement, dans le mois qui vient. Donc, pour dire, faut pas être pressé dans le jeu de société. Ou alors, vous avez tout ce qui peut être Kickstarter, etc. Et ça, comme j'ai dit avant, c'est super intéressant. Puis, il n'y a rien qui vous empêche de faire des petites prods. La personne qui m'a fait rencontrer, du coup, le Malte, à qui j'ai lancé un mail, etc., on a discuté, boire un verre, elle a lancé son projet sur Kickstarter avec une prod de 500 jeux, je crois. C'est pas une très grosse prod, mais c'est un bon truc et tout. Et de tout ce qu'il me raconte, ça lui a appris beaucoup de choses dans ce domaine-là. Parce qu'une fois que vous connaissez ça, vous savez prendre en compte les contraintes d'un éditeur, et du coup, mieux lui parler, c'est le mettre dans la poche en quelque sorte. C'est tout bête, mais... en parallèle, du coup, la recherche d'emploi. Forcément, je fais un petit bidouillage à droite à gauche, mais bon, faut manger, quoi. Et niveau recherche d'emploi, j'ai rien trouvé pendant 8 mois. J'ai eu un entretien chez Lightbulb Crew. C'était trop bien, c'était un CDD pour quelqu'un qui a moins de 2 ans en télétravail. Bon, c'était parfait, c'était pour l'équilibrage du game design et tout, c'était vraiment pour ça. Je suis allé dans les phases de fin d'entretien, donc les phases finales, et j'ai pas été pris par manque de expérience / projet. Donc la personne en face avait fait plus de projets que moi, etc. Trop dommage. Forcément, sur le coup, ça met un coup de marteau dans la tronche. Mais je suis quand même super content d'avoir fait ça, de voir le process de recrutement, notamment que c'était en anglais et tout, donc c'est vraiment un peu galère. Et ils m'ont demandé un test d'1 heure pour créer une mécanique de JRPG ou je sais plus quoi. Et comme on a l'habitude, je l'ai codé. Du coup, je leur ai fait le truc en 1 heure, c'est pour ça que je pense que j'ai pu aller si loin et tout. Mais vraiment, je leur insiste là-dessus, faites des projets dans tous les ans, même si c'est des petits trucs de 1 ou 2 heures, vous en foutez. Hein, c'est pour impressionner les gens et montrer que vous faites pareil. Et j'ai fait vraiment des essais random partout, parce que forcément, il me fallait un job pour manger. Donc peu importe ce que c'est, serveur, n'importe, on s'en fout. J'ai été nul en serveur, voilà. J'ai arrêté très vite et j'ai fait dessinateur électrique. Pourquoi dessinateur électrique? Car on a vu mon profil sur Pôle emploi et en fait la personne qui gère la boîte en avait un peu marre des profils qui sortaient du coup électricien, bac pro, etc. Dans son sens, ça ne fonctionnait pas avec son équipe et ils utilisent un logiciel qui ressemble énormément à Unreal ou Unity. Donc il est parti du principe que il n'y aura pas de souci là-dessus et tout. Et c'est pour ça, pensez-y, vos logiciels que vous utilisez, ils peuvent vous servir dans plein d'autres corps de métier que vous n'avez même pas idée. C'est vraiment une folie. Ouais. J'ai pas compris, c'est quoi dessinateur électrique? Dessinateur électrique, c'est les personnes qui font les plans d'électricité dans les bâtiments. Donc je sais pas si vous vous souvenez de vos cours de physique-chimie, avec les petits triangles et voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en fait, j'avais le profil qui l'intéressait et je suis resté un jour, j'ai démissionné au bout d'un jour. J'avais un taf, du coup, j'avais sécurisé le travail, 39 heures, c'était trop pour moi, j'avais pas envie. Donc j'ai arrêté, je savais que j'allais pas tenir au costaud, c'est une erreur. Hein, voilà, si jamais vous avez un taf comme ça, prenez, dans tous les cas, vous allez apprendre des choses. C'était clairement une erreur, mais je le sentais pas à ce moment-là et tout. Donc voilà, mais n'hésitez pas à explorer dans tous les sens. Si je peux insister sur un point, je pense que le futur, c'est la gamification. Donc, le fait de, pour ceux qui ne savent pas, le fait de rendre tout ludique, de tout rendre en jeu, ça va servir dans l'éducation, ça va servir dans la médecine, ça va servir dans tout. Donc il y a beaucoup de choses, de milieux dans lesquels vous pouvez aller avec vos compétences. C'est juste que, n'hésitez pas. J'ai fait des musées dans lesquels il y avait des escape games. Il y avait des escape games. Et du coup, il n'y a rien qui vous empêche d'aller démarcher un musée pour proposer justement une planche avec toutes vos idées et tout là-dessus. Et ils peuvent accepter super bien parce que c'est super intéressant pour un musée en l'occurrence de gamifier le musée pour justement attirer plus de monde et faire en sorte que les jeunes ça les intéresse et tout. Faut vraiment penser très loin et c'est super intéressant parce qu'on apprend de nouveaux corps de métier qui nous donnent de nouvelles idées pour nos jeux et ainsi de suite. Bout du tunnel, au bout de 8 mois, je suis embauché chez Sphinx Corp. Comment ça arrive? Pôle emploi, la chance, travail mi-temps 18h et dans un escape game. Donc trop cool.
Je fais l'entretien, forcément, là, il y a 2 cas de boîtes qui arrivent. Il y a les petites boîtes, il y a les grosses boîtes. Les grosses boîtes, ils vont vouloir des profils spécialisés en général, des profils experts. Donc si vous êtes très bon là-dedans, c'est génial. Spoiler, en sortie d'études, vous n'êtes pas très bon pour eux là-dedans. Les petites boîtes, c'est quelque chose de très cool à les choper, surtout si vous avez un profil polyvalent. Donc si vous savez toucher un peu à tout, etc., après ça peut être vraiment en 3 fois rien. Genre vous avez des bases en Unity, etc., c'est grave cool. Et du coup, génial, je suis pris. J'apprends à être Game Master. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est les maîtres du jeu des sessions d'escape game. C'est aussi simple que ça. Donc je vois les gens en train de faire n'importe quoi devant mes yeux avec les caméras. Et je suis aussi game designer. Donc ils ont une game designeuse là-bas, qui est là depuis plusieurs années, avec qui je commence à travailler en collaboration sur les projets et tout. Donc moi c'est génial parce que j'apprends un nouveau métier, je suis payé, je suis à mi-temps, et en plus je fais du game design, donc je repique dans ce que j'adore. Donc je commence les collabs avec notamment le travail là qu'on est déjà en train de faire sur les prochaines salles. Donc c'est trop cool parce que je pourrais dire que j'ai travaillé sur les prochaines salles qui arrivent. Et de fil en aiguille, j'ai travaillé sur 3 projets. Du coup je travaille sur la nouvelle salle qui arrive, je travaille sur un projet spécialement dédié pour les entreprises. Et enfin ils m'ont donné un projet pour moi tout seul. Donc aussi en game design, sauf que je suis totalement lead là-dessus en autonomie, pour les entreprises aussi à nouveau. Et c'est trop bien parce qu'au fur et à mesure des mois et tout, en se donnant un peu, on montre qu'on sait faire et qu'on donne des responsabilités. Et on retombe encore une fois avec tous les projets que j'ai pu faire en autonomie avant, ce qui font que je suis à l'aise avec ça et il n'y a pas trop de soucis. Et super intéressant, ça nous apprend le côté gestion de l'argent. Parce que forcément, lorsqu'on te donne un budget de 500 ou 1000 euros, et tu dois faire attention à tout ce que tu utilises et c'est de nouvelles contraintes. Mais comme j'ai dit, si vous n'êtes pas à l'aise avec les contraintes, ne soyez pas game designer. Arrêtez, ça n'a aucun intérêt. Alors, forcément j'avais ma boîte. Du coup je me suis dit tiens, je vais prendre des stagiaires. C'était aussi pour des amis de la promo d'avant qui n'avaient pas forcément trouvé de stage et tout. Je leur ai dit si dans le dernier des cas vous n'avez pas de stage, je vous prends avec moi pour faire des jeux de société. J'ai pris 3 stagiaires d'un coup, c'est trop. Voilà, j'ai pas du tout géré. J'ai essayé de faire au mieux, etc. Mais ça demande une organisation folle de gérer une équipe. Et surtout avec des personnes qui ont juste, sur papier, elles ont 1 an d'expérience de moins que moi. Quoi, genre, et c'était vraiment galère de ouf. Si je devrais l'en faire, ce sera qu'une personne grand max. Mais dans tous les cas, ça les a aidés et tout. Et ça m'a appris à voir comment ne pas manager une équipe. Donc c'était super intéressant dans tous les cas. Ensuite, grâce à la personne, je vais lui donner un prénom quand même, grâce à Ange, c'est la personne que j'ai rencontrée du coup, avec qui on allait se boire un verre et qui m'a introduit à tout le milieu du jeu de société. Je cherchais du coup pour mes stagiaires un local, un endroit où les accueillir pour qu'on puisse travailler ensemble, etc. De fil en aiguille, Ange m'a parlé de Subverti. Subverti qui est quoi? Un éditeur de jeux de société, la chance. Ils ont changé de locaux récemment et du coup ils cherchent des personnes en coworking, etc. là-dedans. Donc trop bien, je me suis proposé et de fil en aiguille ça s'est fait. Donc ça fait que maintenant quand je vais travailler là-bas et tout, je rencontre des personnes du milieu, donc éditeurs, game designers, graphistes, je rencontre tout le monde et des personnes pro surtout là-dedans. Et ça part vraiment d'un truc de base, de parler à quelqu'un random sur internet. Donc vraiment, j'insiste, n'hésitez pas, culot. Et forcément le réseautage dans tous les sens. Ce qui m'a amené ensuite avec le réseautage à re-rencontrer de nouvelles personnes, notamment par rapport aux projets sur lesquels je travaille en cours. Actuellement, je travaille sur un jeu de société sur le lobby, mais que j'ai mis un peu en stand-by et tout, qui avance beaucoup plus lentement, avec justement l'ami dont la boîte a coulé en rien. Et je travaille sur un jeu qui s'appelle Safe Place de discussion. Donc moi, mon objectif sur ce jeu-là, c'est un jeu qui peut servir d'introduction aux séances de psy. Donc pour les personnes qui ont du mal à discuter, etc., pour entre potes, pouvoir discuter avec des questions d'une différente profondeur, etc., selon les états d'esprit des gens et tout. Et trop bien, grâce au contact, j'ai rencontré quelqu'un qui est une psychologue qui veut se lancer dans la ludothérapie. La chance. Et du coup, là par exemple, je la revois demain pour un rendez-vous, etc. Et c'est trop bien, quoi. Ça part vraiment d'un truc que j'ai lancé il y a 1 an et qui continue encore aujourd'hui. Nickel.
Donc ouais, vraiment n'hésitez pas, par exemple, il y a 2 ans je suis venu ici pour faire les portes ouvertes en tant que game designer, parce qu'il n'y avait, il y avait pas encore le game design ici. Et j'ai rencontré quelqu'un qui travaille, son fils de genre 12-13 ans voulait de ouf faire ça. Et en fait le père travaille dans tout ce qui peut être militaire et tout. Et il disait, les logiciels comme ça, Unreal et tout, c'est ce qu'ils veulent dans le militaire. Et du coup, génial, ça fait point là-dessus, ça fait point dans tout, du coup si on extrapole dans tout ce qui est simulateur. Par exemple, simulateur pour tout ce qui peut être police, machin et tout, ça marche. Simulateur avion, simulateur, je sais pas, tout ce que tu veux, on s'en fout, mais ça marche. On peut vraiment aller dans tous les sens. Il faut juste creuser, il faut proposer l'idée au pire. Donc en conclusion, ce que je peux vous dire de retenir surtout, c'est même si la sortie d'études est galère, prenez soin de vous, recentrez-vous. N'hésitez pas à faire ce genre d'exercice sur les compétences, etc. pour vraiment savoir où vous en êtes, et où vous pouvez aller, ce qui vous intéresse, etc. Pensez à toujours pratiquer, c'est super important. On garde la flamme, on est toujours dans le jus. J'insiste. Forcez les rencontres vraiment dans tous les sens, quoi. C'est bête, mais juste un de vos profs, ça se tombe, il connaît quelqu'un, et voilà, c'est fini. Et tout ce que vous avez appris ou allez apprendre, ça va vous servir, quoi qu'il arrive. Donc, explorez un max de sujets, n'hésitez pas. De toute façon, vous allez, à un moment, vous allez galérer à apprendre de plus en plus de choses dans votre milieu de base. Donc, notamment le game design, là, par exemple. Vous allez avoir l'impression de stagner et tout. Sortez de ce truc-là, sortez de ce cercle, explorez un peu partout tout ce qui peut vous intéresser aussi, et c'est des choses qui vont vous resservir après. Mon arbre de compétences aujourd'hui, ça donne ça, du coup. Donc, on s'est bien amusé, là. On a un peu de tout. Là, on peut voir que j'ai mis psychologie en pointillé, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et que je veux développer. Donc, c'est trop bien, parce que ça va commencer. Et pour finir, merci de votre écoute déjà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y avait un autre truc en pointillé, ça? Ici? Non, en haut là. Il y a le truc en... Je l'ai pas. En vert, à gauche. Ici? Oui, aussi. Enfin, oui, tout ça. Ok, alors ici, en fait, c'est ce que ça m'a appris en plus dans ce domaine-là. Donc là, par exemple, pour l'escape game, la compréhension des coûts, parce que forcément, en escape game, on a des choses matérielles, donc on doit prendre les choses matérielles en compte dans la gestion des coûts. C'est juste approfondir ces trucs-là. La communication client, par exemple, la création d'une communauté, les patch notes, ça rentre dans ce truc-là. Voilà. Ouais. Et t'as pas cherché à travailler, par exemple, donner des cours aussi de game design après avec Si, bien sûr. que t'as eu? Si, je suis allé voir Pascal, justement. Et il m'a dit que, par exemple, pour donner des cours, vu que le brassard, c'est RNCP, ça veut dire que c'est pas guignol, quoi, on va dire. Et on est obligé d'avoir... il me semble que c'est 3 ou 5 ans d'expérience dans le milieu pro pour pouvoir donner des cours. Par contre, il me semble qu'il y a un truc juste avant pour tout ce qui peut être intervention. Donc là, conférence, je ne suis pas obligé. Mais par contre, intervenant sur certains projets pour une durée limitée, là, on est sur 3 ans, il me semble. Et sinon, ouais, bien sûr, c'est super intéressant de donner des cours en essentiel. Des questions ? C'était plutôt clair alors. Parfait. Vachement clair. Super clair. Ouais. Tu disais qu'on pouvait utiliser des portes d'entrée différentes de absolument. Design pour rentrer dedans. Qu'est-ce que tu penses qu'est la porte d'entrée la plus accessible? La QA QA. À mon sens, c'est QA. Je sais qu'il y a beaucoup de technical designers qui est recruté. Car là, c'est en gros, comme m'a expliqué Pascal à nouveau, c'est cyclique de ouf. Donc il y a quelques années, c'était vraiment tout ce qui était QA, développement d'outils, etc. Maintenant, on est sur le technical designer. Donc c'est quelqu'un qui sait faire animation et en plus coder. N'hésitez pas à passer par ce truc-là, parce que par exemple, l'ami qui a commencé en QA, maintenant, le projet est fini. Là, il va sortir, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu par chance, c'est Mio. Il va sortir sur Switch, notamment. Il est passé en premier lors du dernier event de Nintendo et tout. Et il a fait QA du coup là-dessus. Et là, sur le prochain projet, il voit pour être game designer et tout. Et c'est trop bien parce que du coup, il est déjà en place. Et forcément, même si on n'est que QA, en fonction de la taille de la boîte, on peut discuter avec les game designers pour proposer des idées, etc. et se démarquer un peu. Mais ouais, là, actuellement, s'il y en a qui ont des compétences en graphisme et en code, en vrai, vous êtes bien, je pense. Vous êtes mieux placés.
bien, je vais faire Mais après, comme tout pour les boîtes, je sais que moi j'ai préféré partir aussi du côté gestion de projet parce que c'est super intéressant et j'aime trop. Et aussi développement d'outils. Car pour notre PFE, j'ai fait beaucoup d'outils d'optimisation de temps. Je suis parti du principe que le temps c'est de l'argent pour les boîtes, donc si tu leur fais gagner du temps, ils sont contents. Aussi simple que ça. Et c'est juste, après, encore une fois, c'est la façon de se vendre. Et bon, c'est super, super chiant. Mais le CV, c'est un truc vraiment à travailler de ouf. Quoi. Genre, faut prendre le temps de le faire, faut prendre le temps de savoir quoi mettre, et il faut presque le changer à chaque boîte. Ouais. Est-ce que tu penses que nous, en sortie d'école, c'est intéressant de mettre le projet d'école dans notre CV ou pas? Absolument. Je pense que si vous avez des projets hors école, enfin après forcément ça dépend de tous les projets, hein. S'il y a des choses que vous considérez comme pas intéressantes vis-à-vis de votre profil que vous avez pu faire, ne les mettez pas. Je sais que dans mon CV, je laisse mon projet de fin d'études, parce que j'ai travaillé 1 an dessus et c'est la chose dont je suis plus à l'aise de parler et je peux en parler, je peux faire une conférence d'1h30 dessus, quoi, genre, sans souci. Et, mais par contre pour tous les projets qui sont avant, forcément si vous n'avez rien d'autre à mettre ou quoi que ce soit, mettez-les. Mais si vous avez même des jobs alimentaires ou quoi que ce soit, les gens, c'est juste pour vous montrer qu'en fait on se bouge et on fait pas rien. C'est terrible, mais le fait d'avoir un trou dans son CV, c'est pas cool. Genre. Alors que c'est naturel, hein, genre là ils prennent des années sabbatiques et ils ont raison. Mais c'est pas mal vu, mais si on n'arrive pas à bien le justifier, ça peut se retourner vraiment contre nous trop facilement. Donc n'hésitez pas à remplir. Et puis le truc le plus important, c'est de mettre des compétences différentes. Si vous avez fait, par exemple, 3 Tower Defense sur lesquels vous avez fait Game Designer, sur les 3, mettez pas les 3, ça sert à rien. Prenez un autre projet sur lequel vous avez fait, je sais pas moi, graphiste. Prenez un autre projet sur lequel vous avez fait gestion de projet. Tous ces trucs-là pour montrer que vous avez un max de compétences en fonction de la boîte que vous visez, toujours. Si vous cherchez une petite boîte, c'est mieux d'être polyvalent, grosse boîte, on veut de la précision. Voilà. Ouais. Et pour tout ce qui va être portfolio, mettre en avant ses projets et tout, tu as un site ou des méthodes en particulier que tu conseilles? Ouais, nous je sais que toute la promo l'a fait sur Wix, parce que c'est gratuit. Donc ça évite de prendre de payer j'ai oublié le nom. De payer le lien quoi. Et c'est super facile à faire, honnêtement. Faites-le un peu en amont. Nous je sais que notamment pour les demandes les envois de CV et tout, on envoyait tous aux mêmes boîtes quoi. Parce que les offres de la FJV elles se renouvelaient tous les jours. Et lorsque on reçoit 10 mails d'élèves qui viennent de la même école, ça peut être un peu plus chiant pour eux. Quoi. Genre, dans le sens où en fait votre projet, vous l'avez fait avec 3 autres personnes, vous avez le même profil, quasiment, à mon sens. Mais là par exemple, dans le portfolio, on m'a conseillé toujours de mettre les projets importants en avant. Donc moi par exemple c'est mon PFE, mon premier jeu de société, j'ai pris la Game Jam et j'ai pris tous mes outils que j'ai fait sur Excel. Parce que dans tous les cas, il n'y a pas grand monde qui va sur votre site, honnêtement. Mais c'est cool de l'avoir pour montrer qu'on a fait la démarche et qu'on n'a pas rien fait. Quoi. Ouais, voilà. Je sais pas si c'est précisément ta question, mais nickel. D'autres questions? N'hésitez pas. Ouais. Juste à la limite, pour le jeu de société, du coup, comment tu le mets en avant? Tu mets en avant le produit final, tu mets aussi des exemples des maquettes que tu as pu faire et des protos. En fait, pour un jeu de société, ça fonctionne avec une fiche prototype, on appelle ça. Donc, le mieux, c'est de faire une vidéo de très loin parce que les gens, les éditeurs, ont un peu marre de recevoir des fiches prototypes de 4-5 pages à lire. Ils préfèrent une vidéo explicative, comme si vous connaissez pas, il y a un mec qui s'appelle Ludo Chrono, qui fait tous les trucs de jeux de société en 2 minutes. Quoi. Et là, c'est un peu ça. Donc, avec de la chance, j'ai mis le PDF. Nickel. Donc là, vous voyez, c'est vraiment page d'accueil, avec les infos importantes, comme il y a sur toutes les boîtes de jeux de société. Le scénario, c'est vraiment pour en mettre un, honnêtement. Et après, c'est comment le jeu fonctionne, le faire comprendre très vite, les conditions de victoire, et à mon sens, le truc important, c'est les points forts du jeu. Ce qui fait qu'il est différencié des autres. Et ça prend vraiment pas longtemps, quoi. J'ai pas de compétences, de vraies compétences en graphisme ou quoi que ce soit, mais les gens, en fait, voient tellement de personnes dans ce milieu-là, j'insiste, qui sont vraiment amateurs, qu'il y en a, ils envoient des morceaux de papier et tout, random, quoi. Il y a des personnes, là, je vais au festival de Cannes, du coup, du jeu de société, à la fin du mois, et on m'a raconté justement une histoire de... Il y a un mec qui, dans sa chambre d'hôtel, il a fait un prototype avec des feuilles de papier, la veille, il y est allé, il s'est fait signer. Parce que le projet était...
Et du coup, c'est vraiment, ça peut y aller comme ça, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment pas hésiter. Ça peut débouler d'une idée complètement random qui vous trotte en tête, et en fait, c'est une folie, et ça vous embauche sur un gros truc, quoi. D'autres questions? Et ben nickel. C'est tout bon? Bah, j'ai l'impression. Parfait. Écoutez, merci d'être venu. Merci à vous. Merci à vous. J'ai une autre question. Ouais. Pour l'escape game. Ouais. Donc là, tu travailles dans un escape game, mais là, t'es jusqu'à que t'as fini ou après tu continues à. Je suis en CDI là, Ah, ok. donc j'arrête quand je veux. Donc là, actuellement, ce que je cherche le plus, c'est vraiment d'avoir mes 2 ans d'expérience, d'attendre que mes projets sortent, et après, je vais commencer à voir ailleurs et tout, parce que ce sera plus facile. Mais ouais, non, sinon, pour l'instant, je chill dedans, c'est super cool. C'est Game Master ou Game Designer? Les deux. Les deux? Ah, ouais. Faire 2 coups, quoi. Ok. Très cool. En plus, demain, il doit y avoir un directeur d'Escape Game qui vient. Ah bah, profitez-en. Ouais, c'est ça. Donc, Ça c'est lui. Ouais. Comme tu travailles à côté, tu arrives quand même à toujours trouver la motivation pour faire des projets à côté? Excellente question. C'est galère de ouf. C'est infernal. Trouver sa propre motive, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est super dur, d'autant plus quand on travaille. Là, actuellement, je travaille 2 à 3 jours par semaine. Donc je fais samedi, dimanche, toutes les semaines, et des fois j'ai un jour en plus dans la semaine. Et en fait, quand on a l'impression d'avoir fini sa semaine, on veut rien faire. Et ça dépend vraiment de la motive, c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec quelqu'un d'autre, dans tous les cas, pour alimenter ça. Et surtout, c'est bon, c'est un peu, je vais pas dire malsain, mais c'est un peu moins cool, c'est surtout le côté de ne pas vouloir décevoir l'autre personne. Parce que tu es impliqué avec quelqu'un, donc tu as envie de continuer, au moins pour cette personne-là. Mais bon, après, tout ça, c'est de la communication, c'est encore autre chose. Et ouais, si vous avez un taf et que vous faites des choses à côté, attendez-vous à une baisse de motive sur vos trucs à côté. J'insiste. Surtout si c'est un taf qui vous plaît. C'est bête, mais si par la chance vous arrivez à avoir un mi-temps dans un truc qui vous plaît ou quoi que ce soit pour pouvoir faire des projets à côté, vous allez être moins investi au début. Je sais que ça m'a pris quand même quelques mois à retrouver une routine de travail à côté stable et intéressante. parfait. Eh bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Vous êtes libre. Non, Ouais, c'est incroyable. Je check le style de fait que vous voyez, je crois que c'est une